يلا 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 يا أخي القوم جميع بارك سكري يلا 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 يا أخي القوم جميع. Alors, merci les organisateurs qui sont des amis depuis des années, on travaille ensemble et qui m'ont invité, Dr Belkhadir et toute l'équipe, à venir partager leur effort à réussir une excellente entreprise, deux journées assez costauds, où il y a énormément de travail derrière. Donc je les félicite pour la réussite jusque-là de ce congrès. Alors, la place de la diététique dans la prise en charge du diabète, évidemment, quand on a un diabétique, la première des choses, il y a deux ou trois petites choses à lui dire. D'abord le poids. En général, il vaut mieux faire la remarque concernant le poids immédiatement pour qu'il comprenne que l'alimentation ou l'activité physique qu'il va exercer vont être une grande contribution à la réduction du poids et donc à l'amélioration de son état métabolique et physique. Vous savez, et je ne vous apprends rien lorsque je vous dis que le traitement du diabète repose sur quelques éléments essentiels. D'abord, l'activité physique, ça ne coûte rien. Si le patient n'est pas tout à fait convaincu, on lui dit « je vous donne une ordonnance avec des chaussures pour que vous allez marcher un peu plus ». Et là, il est un peu réveillé, il accepte volontiers en général, ou il raconte des blagues. Donc la première chose, c'est l'activité physique. Et l'activité physique peut commencer par la marche, simplement. On n'est pas obligé de faire le marathon. Et toute activité physique, même dans sa chambre, même dans la rue, même pas loin de l'école pour amener ou déposer le petit, tout ça, c'est de l'activité physique qui compte et qui constitue un bon traitement déjà pour le problème du poids et pour le diabète. Le deuxième élément essentiel, c'est l'alimentation. Et on appelait jusque-là alimentation parce que ça fait moins pompeux, parce que nos patients ne sont pas, quand on leur dit je vais vous éduquer sur le plan nutritionnel, ça peut le choquer un petit peu. Et donc il vaut mieux dire on va voir ensemble le problème de l'alimentation. C'est mieux que de leur dire il y a un régime, et le mot régime a une consonance assez négative et péjorative. Donc même le mot régime devrait disparaître un peu de notre langage pour parler de plan de l'alimentation, traitement par d'autres moyens, pour faire accepter aux patients les problèmes qu'ils rencontrent dans son alimentation et dans son traitement. Alors, en dehors de l'activité physique et de la diététique, il y a tous les autres, les antidiabétiques oraux et les nouveaux antidiabétiques, les nouveaux comprimés, les incrétines et les insulines que vous connaissez, l'éducation sanitaire et nutritionnelle. Et l'éducation sanitaire et nutritionnelle, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a des problèmes de savoir, il y a des problèmes de communication sur le plan pédagogique, et il y a des problèmes psychologiques. Il faut temporiser. Tous les malades ne sont pas venus dans le même état psychologique et autres. Donc il faut prendre le temps parce que le démarrage est très important. Alors, en ce qui concerne l'alimentation du diabétique, elle a évolué depuis 1955. En 1955, il y avait un congrès à Cambridge et ce congrès sortait avec des recommandations. Comme on continue maintenant à le faire, il y a toujours des recommandations, des consensus, etc. Et le diabète, on recommandait que l'alimentation du diabétique doit être basée sur la restriction des hydrates de carbone, puisque le sucre, c'est la source du mal. Donc, tout le monde marchait là-dedans. Or, quand on a une alimentation, il y a un pourcentage en hydrates de carbone, il y a un pourcentage en graisse et un pourcentage en protéines. Si vous réduisez les hydrates de carbone, vous allez avoir une augmentation, même artificielle, du taux des lipides dans le sang. Et on s'est aperçu, après cette affirmation, qu'il valait mieux revoir la question et peut-être regarder un peu plus les graisses, parce que les graisses ont été reconnus comme étant coupables sur le plan cardiovasculaire. Et donc la raison est revenue en 1970 pour dire qu'il faut qu'il y ait un équilibre alimentaire comme un sujet sain, et qu'il y ait une alimentation équilibrée sur le plan hydrate de carbone et sur le plan lipidique. Reste encore le problème des protéines.
Alors en 1984, les recommandations étaient pour avoir des aliments à index glycémique bas, c'est-à-dire à la surface sous la courbe d'hyperglycémie après un repas. Cette surface doit être la plus basse possible, la plus réduite possible, pour dire que mon alimentation, mon repas n'a pas entraîné une élévation de la glycémie 2 heures après le repas. Et les glycémies après repas élevés sont un facteur de risque pour l'avenir vasculaire. Donc si on respecte réellement un apport en hydrates de carbone en quantité représentant 55 à 60% de l'apport calorique global, un apport lipidique inférieur à 30% et le reste des protéines, on peut espérer retarder au maximum l'arrivée des complications vasculaires, que ce soit la microangiopathie ou la macroangiopathie. Alors à partir donc de 1984, l'index glycémique prend de la place. Et l'index glycémique, donc, c'est le pouvoir sucrant d'un aliment, on peut l'expliquer comme ça. Alors l'évolution de ces connaissances reviennent donc à chercher les objectifs de la diététique. Entre autres, il y a évidemment ceux des médicaments et de l'activité physique. Alors pour la diététique, il faut qu'il y ait un équilibre glycémique, une prévention de l'athérosclérose à cause des graisses, et un équilibre nutritionnel. On oublie souvent l'équilibre nutritionnel et pourtant c'est fondamental, par exemple, pour les enfants. Quand un enfant vient, on ne va pas le soumettre à une restriction qui risque de compromettre sa croissance staturale. Et donc, se souvenir, ne pas oublier l'équilibre alimentaire. Pour les enfants, le problème c'est la croissance. Pour les adultes, c'est d'autres problèmes cardiovasculaires et autres qui doivent prendre le pas. On est de plus en plus ouvert pour parler de l'aspect culturel de l'alimentation. Si vous allez par exemple dans le sud tunisien à Tozeur, c'est la ville où il y a les dattes magnifiques, les daglet nour, et que c'est le seul fruit qu'ils peuvent avoir pendant l'année, pendant une période de l'année, et vous leur dites ne mangez pas de dattes, interdit de manger des dattes, ils sont brimés, ils sont privés, sans aucune raison scientifique. Donc il faut se souvenir que l'alimentation c'est un ensemble, c'est aussi la vue. Quand vous voyez un plat, ça peut vous donner de l'appétit, ça peut vous dégoûter de la suite de la journée. Donc il faut s'intéresser à cet aspect, l'aspect culturel de l'alimentation. Et revoir les interdictions, parce que les interdictions, comme on a vu, nous conduisent à des repas hyperlipidiques et donc à risque vasculaire rapide. Sans oublier le problème de l'alimentation équilibrée, sans oublier l'index glycémique. Et on peut, dans notre alimentation, chacun dans notre pays, on peut avoir des repas connus pour être riches en fibres alimentaires et qui sont donc prometteurs sur le plan de la glycémie postprandiale et donc protecteurs sur le plan vasculaire. Le régime, donc, on a dit, pauvre en glucides, donc toujours hyperlipédique, hétérogène, risque de retard de croissance et à la frustration. Il faut que le diabétique mange dans un coin tout seul, alors qu'il peut gagner beaucoup à manger avec la famille et c'est une bonne occasion pour rectifier le tir s'il y a lieu. Ce régime doit être abandonné, bien sûr, les régimes de restriction, et parce que l'enfant ou le diabétique arrivé chez le médecin, il sort avec une liste d'interdits. Ne mangez pas ça, ne toussez pas, ne respirez pas, ne faites pas ci, etc. C'est donc vraiment un traumatisme. La consultation médicale devient un traumatisme. Les objectifs donc de la diététique, ça c'est d'une façon globale, normaliser la glycémie et les taux plasmatiques des lipides. Normaliser la glycémie, c'est-à-dire éviter les hypoglycémies et éviter les hyperglycémies. On a vu aujourd'hui que l'hypoglycémie peut être responsable de décès, surtout chez des personnes âgées. Donc éviter l'hypoglycémie autant que faire se peut par l'alimentation et évidemment par le traitement médicamenteux. Prévenir ou retarder les complications tardives, c'est-à-dire les complications vasculaires, et ça c'est en s'intéressant aussi aux lipides, et mener à bien une grossesse, être opéré de telle ou telle chose. Donc l'objet de la diététique, c'est un phénomène qui est ouvert, qui vient combler un vide, qui vient compléter les informations, tout en respectant sa composition et son efficacité. Assurer une croissance normale, c'est-à-dire permettre un poids acceptable, mener à bien une grossesse, etc.
Assurer une croissance normale, comme on a vu tout à l'heure, permettre un poids acceptable. Un poids acceptable en rapport avec la taille, etc. En rapport aussi avec l'activité physique, l'activité professionnelle. Donc l'alimentation doit nous permettre de faire tout ça sans risque ni en hypo ni en hyperglycémie. Les recommandations donc, de la diététique, c'est fractionner les repas. Plus on fractionne, mieux c'est, parce que l'apport de la glycémie postprandiale après un repas, plus le repas est riche en hydrates de carbone, en glucides, et plus la glycémie postprandiale est élevée. Et nous allons voir tout à l'heure quelques éléments pour éviter d'en arriver là. Donc les repas principaux, les collations, on nous a recommandé avant, par quelqu'un sous insuline, 3 repas plus 2 ou 3 collations. Ça fait pas mal de repas, mais s'ils sont bien équilibrés, si le patient est disponible, ce n'est pas une mauvaise chose. Respecter également les horaires des repas, parce que le traitement médicamenteux, une fois qu'il est indiqué, il va être pratiqué, mais il ne peut pas s'arrêter, tourner à gauche ou tourner à droite, il continue. C'est pour cela que l'alimentation vient au secours du patient pour lui donner la possibilité de gérer le traitement médicamenteux et avoir un état de santé normal. Alors les apports alimentaires recommandés, d'une façon globale, en ce qui concerne les nutriments sur le plan calorique, on a dit en fonction des besoins, c'est-à-dire en fonction de la taille éventuellement. Les hydrates de carbone, c'est la part la plus importante, donc à peu près les 2/3 de l'apport calorique doit être fait sous forme d'hydrates de carbone glucides et 55 à 60% d'hydrates de carbone pour un total calorique de 100%, c'est quelque chose d'important. Ensuite, il y a les lipides, les graisses. On a dit qu'il faut apporter moins de 30% de l'apport calorique global sous forme de graisse, surtout quand on essaye de savoir un peu plus pour les acides gras monoinsaturés, polyinsaturés, qui sont protecteurs sur le plan vasculaire. Et donc, d'un côté, on diminue la quantité de lipides, de graisse, et de l'autre côté, on assure une fourniture en lipides protecteurs, comme il y en a évidemment dans l'alimentation, surtout le poisson, l'huile d'olive, etc. Alors, les protéines 0,8 à 1 g, c'est ce que recommandent sur le plan international les spécialistes. Mais 0,8 à 1 g, ça doit être modulé en fonction de quelques facteurs. D'abord, si la croissance staturale d'un enfant n'est pas terminée, on peut lui donner un peu plus. Si par contre aussi la créatinine commence à être un petit peu élevée, au-delà de 12 à 13 mg, eh bien là aussi l'excès des protéines peut favoriser ou aggraver l'atteinte rénale. C'est pour cela que ce n'est pas le Coran, toutes ces recommandations, ce n'est pas le Coran, mais ça doit être adapté en fonction de la situation, en discutant avec le médecin. Le cholestérol, il est recommandé d'apporter moins de 200 à 300 mg par jour. N'oubliez pas le sel, parce que le risque de l'hypertension, il est là. Le sel, moins de 3 grammes, ça peut être moins de 4 grammes, mais enfin la surveillance, surtout clinique et biologique, est importante. Les fibres alimentaires ont été les parents pauvres de la diététique, ils ont été oubliés, mais on commence à s'intéresser et vous allez voir que c'est bien intéressant de ne pas oublier les fibres alimentaires. L'apport énergétique donc global, le but c'est d'obtenir et de garder un poids idéal, croissance normale, vie sociale normale. Évidemment, il va dépendre du poids à la découverte du diabète, du type de traitement, de la situation particulière comme lors d'une grossesse ou lors d'une opération chirurgicale quelconque. Eh bien, le diabétique peut continuer à s'alimenter moyennant un ajustement des apports fractionnés à plusieurs repas. Il vaut mieux avoir plusieurs collations, plusieurs petits repas qu'un repas important. Toujours les hydrates de carbone, encore 2 ou 3 informations. D'abord, il y a la nature des hydrates de carbone qui sont simples, c'est-à-dire qui ont une absorption rapide. Ceux-là, il faut en apporter moins, c'est pas plus que 10 à 12% de l'apport calorique global, et parce que ça nous donne des glycémies postprandiales qui sont néfastes. Par exemple, ici, le pain, les pommes de terre, le glucose sont des produits qui donnent un index glycémique élevé, alors que les autres, les patates, le riz, la blabie, je ne sais pas si vous connaissez de la blabie, mais si vous goûtez une fois, vous allez être adepte. On ouvrira avec mes amis ici un restaurant à la blabie.
Alors les repas quand ils sont composés, c'est-à-dire quand vous prenez le couscous avec des légumes, avec un peu de viande ou de poisson, ensemble, ça peut réduire déjà le taux de la glycémie de 20%, parce que la sortie du repas vers l'estomac, puis l'absorption digestive vont être plus retardées, et donc ça nous permet d'obtenir un mélange à bas valeur glycémique. Le degré de cuisson, bien sûr, plus la cuisson dure, plus les liens chimiques dans les molécules des glucides est fragmenté, et donc l'absorption va être plus rapide, et donc élévation de la glycémie postprandiale. Les hydrates de carbone, donc les équivalences, on avait appris aussi qu'il y a des équivalences. Je peux remplacer 100 grammes de pain par 100 grammes, je ne sais pas, de raisin. Ce n'est pas d'abord le même index glycémique, et ensuite ce n'est pas la même quantité de glucides. C'est pour cela qu'il y a quelques exemples ici que vous voyez. Glycémie postprandiale identique pour quelqu'un qui a 20 grammes d'amidon, c'est-à-dire 40 grammes de pain, 20 grammes de sucrose, 30 grammes de miel, donne la même glycémie postprandiale. Et je ne sais pas au Maroc, mais en Tunisie, on est harcelé par les questions « je veux prendre du miel », en plus des autres questions. Le miel, on peut tout prendre, mais on peut prendre n'importe quel aliment, mais c'est les quantités qui est la chose la plus importante, parce que ça nous évite d'avoir des pics glycémiques postprandiaux et qui sont dangereux. Les sucres à absorption donc rapide, 10 à 12%, alors que les sucres à absorption complexe, à nature complexe, donnent des hyperglycémies plus lentes et moins élevées. Donc ici, quelques recommandations globales. Grignotage mieux que gavage, parce que le grignotage, c'est des petites quantités, toujours le même principe. Choisir les aliments riches en fibres, repas à faible index glycémique, comme les inhibiteurs de l'alpha-glucosidase. Le rôle des fibres alimentaires, par exemple, il y a la gomme goire, et il y a les repas tunisiens. Je vais vous présenter 3 repas tunisiens avec les analyses, avec la preuve comme quoi ça peut donner des glycémies postprandiales correctes. Alors ici, c'était une vingtaine de personnes qui n'étaient pas malades, mais qui étaient venues à l'institut où je travaillais pour un problème d'excès de poids. On a profité pour leur faire l'hyperglycémie provoquée, le dosage de l'insuline, et on leur a donné à prendre la gomme goire. C'est un des fibres commerciaux qui existent dans le commerce. Et on a profité et ça nous a donné, comme vous voyez, chaque fois des courbes plus basses. La courbe de l'hyperglycémie à gauche plus basse parce que la personne a pris des fibres alimentaires sous forme de goire. La courbe qui est à droite, c'est la courbe de l'insulinémie, et on voit que l'insulinémie est plus basse lorsqu'on associe des fibres alimentaires en quantité correcte. Oui, regardez par exemple cette hyperglycémie provoquée, il y a les pics à 30 minutes et à 60 minutes ont baissé de façon significative. Donc c'est ce qu'on souhaite, à 1 heure, c'est déjà la glycémie postprandiale. Donc elle peut être abaissée par la prise de fibres alimentaires, c'est des préparations industrielles qu'on retrouve dans l'industrie agroalimentaire. Voilà, les mêmes personnes, on a évidemment inventorié l'aspect lipidique qu'ils ont. Comme vous voyez, il y a une baisse du cholestérol, une baisse des triglycérides, ce sont des baisses significatives. Bon, mais le HDL cholestérol n'a pas été modifié. Donc c'est déjà pas mal que le cholestérol et les triglycérides baissent uniquement par le changement de l'alimentation. C'est très profitable. Ici, bon, je vous donne quelques photos, mais quand on ouvre sur Internet, vous avez des tas de maisons qui vendent les produits. Ce sont des gommes de goire qui sont épaississantes. Et l'intérêt de ces molécules, c'est qu'elles gardent l'eau, elles gardent l'alimentation, elles donnent une certaine pesanteur. Et donc, c'est comme quelqu'un qui n'a plus envie de manger, donc il va consommer moins. On va pas le donner aux obèses, hein. Surtout, ne me demandez pas ça. Alors, donc ça c'est des gommes goires et d'autres formules. Celle-là elle est intéressante parce qu'elle est sans gluten et ça peut être utile même en cas de maladie cœliaque et ainsi de suite. Voici la composition des 3 repas que je vous ai promis. À gauche, vous avez le sandwich tunisien. Il est très peu différent des autres sandwichs, hein, mais on voulait savoir parce que les gens te demandent est-ce que je peux manger? Bien sûr qu'il peut manger.
Donc le sandwich tunisien, pain, pommes de terre, crudités, thon, olives, etc., comme le sandwich marocain. Le leblebi, ça c'est une préparation plus spécifique, c'est du pain avec des pois chiches en quantité intéressante, des œufs, de l'huile d'olive et des épices. C'est un repas complet. Les ouvriers le matin en allant vers leur chantier ou vers le lieu de travail, ils sont heureux et contents de prendre un leblebi parce qu'ils peuvent mettre un peu de harissa. Ça les retape très tôt dans la matinée. Alors, l'intérêt de ces trois, le couscous, c'est le troisième. L'intérêt, c'est qu'on a donné la même quantité d'hydrates de carbone. Vous voyez les glucides, 75, 75, 75. La même quantité d'hydrates de carbone. Et on a fait également l'hyperglycémie provoquée chez ces jeunes avec 75 grammes de glucose. Et le résultat est intéressant, vous allez le voir. D'abord, pour le sandwich, le taux des fibres alimentaires, je vous ai dit que c'est important, les fibres alimentaires, il est de l'ordre de 8 grammes pour cent, mais le leblebi, il est de 10 grammes. C'est un peu plus de fibres alimentaires. Donc, si vous pouvez augmenter le taux des fibres alimentaires, vous aurez gagné et vous aurez obtenu des glycémies postprandiales faibles. Ici, le même protocole. Donc vous avez à gauche des sujets sains, à droite des sujets diabétiques, et ils ont eu la même préparation, la même quantité, etc. Et comme vous voyez, celui qui a le plus de fibres alimentaires, c'est celui qui a l'index le plus bas, les courbes en vert, c'est le leblebi, le bleu c'est le couscous, et là le couscous il est assez élevé, mais probablement parce qu'ils n'ont pas mangé suffisamment de légumes. Mais s'ils avaient mangé des légumes avec le couscous, ça aurait été bien. Et puis le dernier, c'est le sandwich. Donc l'intérêt de ces études, ça nous permet de répondre à la question « qu'est-ce que je peux manger ?» sans trahir évidemment l'intérêt et l'équilibre alimentaire. En ce qui concerne les lipides, vous le savez, donc il faut réduire les lipides parce qu'ils sont nocifs sur le plan cardiovasculaire. Et leur mécanisme d'action, c'est qu'ils entraînent une baisse des triglycérides et des VLDL, et donc il y a une baisse du taux des triglycérides sanguins et du cholestérol sanguin. Les protéines, on en a parlé tout à l'heure. Les fibres alimentaires, donc 25 à 40 grammes par jour. Le type des fibres alimentaires, il est variable. Vous avez la cellulose, l'hémicellulose, la pectine et d'autres, et ceux qu'on vient de voir. Ça se trouve dans les légumes, dans les salades, dans les fruits, surtout la pomme. On disait avant, craquer la pomme, vous allez améliorer votre HDL cholestérol. C'est une bonne formule. Alors les fibres alimentaires vont donc améliorer le profil glycémique et réduisent les besoins en insuline, donc réduisent également les triglycérides et le cholestérol. Donc ils ont beaucoup d'effets bénéfiques sur la santé. Le mécanisme d'action, c'est qu'ils ralentissent la vidange de l'estomac. Lorsque le bol alimentaire va être livré à l'estomac de façon lente, automatiquement la glycémie ne monte pas si vite. Donc c'est le principe de base. La digestion des hydrates de carbone, bien sûr, c'est la même chose. L'absorption du glucose, la diffusion cellulaire du glucose et la captation des acides aminés. Donc, c'est un problème purement mécanique, comme vous voyez. Et ce problème mécanique peut rendre de grands services. L'équilibre alimentaire, enfin, d'une façon générale, les minéraux, comme le calcium et le fer, il n'y a pas de problème. Par contre, il ne faut pas oublier que la vitamine B12 et l'acide folique peuvent être diminués par les biguanides. Et donc, de temps en temps, un coup d'œil sur l'hémogramme chez les personnes qui prennent des biguanides, du glucophage ou autre. Donc, il ne faut pas accuser le médecin qui a prescrit, mais c'est la nature du produit qui est prescrit. OK. Donc, reste les édulcorants. Tu as un café, tu ne vas pas prendre un morceau de sucre, tu vas prendre un édulcorant. Alors, les édulcorants sont-ils dangereux ou sont-ils bénéfiques? Ils facilitent l'observance du régime, rendent le coût acceptable. 90% des cas, c'est utilisé pour le café. Et on leur reproche d'être toxique. Vous voyez la dernière partie de cette transparence, c'est dégradation de l'aspartame sur 900 sujets, 900 personnes. Le méthanol et la phénylalanine sont des produits neurotoxiques et on voit que l'élimination de ces produits reste au-dessous des valeurs normales sans risque.
Éviter par contre les produits light, c'est pas la même chose. Ils ne corrigent pas l'hypoglycémie, les produits light, et ça peut être un piège. Quelqu'un qui fait une hypoglycémie réelle va prendre une bouteille de gazeuse light, donc il n'a rien apporté et il risque de voir son hypoglycémie s'aggraver. Il aide à prévenir bien sûr les caries dentaires parce qu'il y a moins de sucre, excès de lipides et ils sont chers. L'adhésion à l'alimentation, donc ils permettent l'adhésion à l'alimentation, mais avec ces petites choses, on peut modifier le comportement du patient et de sa famille et obtenir un bon contrôle du diabète sans risque. Je vous donne ici 2 ou 3 diapositives, c'est les dernières, concernant l'éducation sanitaire, l'éducation nutritionnelle. Nous avons organisé des colonies de vacances pendant des années et nous avions des enfants par colonie, des fois jusqu'à 70 enfants. Alors on essaye de leur apprendre le rôle des aliments, quels sont les aliments, quels mélanges ils peuvent faire, etc. En contrepartie, bien sûr, ils font les diables, ils nagent, ils jouent au foot, etc. Ils sont heureux. Donc ici, on voit que quand on leur a fait cette éducation, on les a reconvoqués 3 mois, 6 mois, 12 mois après pour voir si le travail a été retenu, si le patient en a réellement bénéficié. Alors, ici, ce qu'on voit, c'est voilà la réponse, l'éducation du jeune diabétique 3 mois après, assimilation des messages écrits. C'est déjà bien, c'est des enfants âgés de moins de 12-13 ans, donc pendant la colonie, ils écrivent les différents messages pour ramener chez eux. Le rôle des aliments, les protéines, c'est pour la croissance, les glucides, c'est pour l'énergie, les graisses aussi, etc. Tous ces messages doivent rester disponibles dans leur mémoire pour qu'ils puissent choisir leur alimentation équilibrée plus tard. Consommation des sucres à absorption rapide, 80% s'en souviennent parce que c'est le premier coupable. Je ne prends pas de sucre dans mon café, mais je prends autre chose. Et utilité des collations, ça c'est important parce que les collations, les enfants sont insulinés et toute personne insulinée, pas seulement les enfants, mérite évidemment de savoir qu'il y a une nécessité d'avoir des collations et les collations doivent apporter du sucre. Un œuf, par exemple, un morceau de fromage n'apporte pas de sucre. On a eu des cas comme ça. Donc en conclusion, l'alimentation des diabétiques doit être similaire à celle de la population générale, agréable, sans excès et bien équilibrée. Ça, c'est la condition. Mais adaptée à l'état de santé du patient, qu'il soit malade ou qu'il soit normal ou que ce soit une femme enceinte, etc. Voilà, je vous remercie.